maman. C'est vrai? Comment ils sont passés? Karine et Marc vivent avec leur petite fille près d'Annecy, dans un lotissement tranquille. Marc a 31 ans, il est chauffeur-livreur. Karine a 28 ans, elle est aide-soignante. Tu as rien à dire? Pour ta défense. Non. Sa passion, la course moto. Karine était vice-championne de France, 50 cm3. La jeune femme est enceinte de leur deuxième enfant quand elle disparaît brutalement le soir du 15 novembre 2004, sans laisser aucune trace. Marc signale immédiatement sa disparition à la gendarmerie. Pendant plus de 7 mois, les enquêteurs creusent toutes les pistes possibles pour tenter de la retrouver. Au moment de la disparition de Karine, Marc raconte qu'elle était partie en boîte de nuit avec une amie et qu'elle n'est jamais revenue. Un mercredi matin, le téléphone sonne à 9 h et c'était Marc. Il me téléphone, il me dit « Karine a disparu ». Je dis « Comment ça a disparu ?» Il me dit « Elle est partie le lundi, elle est sortie en boîte avec Christelle et elle n'est pas rentrée. » J'ai raccroché, j'appelle mon mari. J'ai dit « Michel, on est dans la merde. » Il me dit « Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai dit « Karine a disparu. » C'était pas possible qu'elle parte comme ça sans nous donner de nouvelles. Mais enfin voilà, pour continuer à avancer, c'est l'espoir de la revoir un jour qui nous tient, quoi. Donc on y est. Donc on s'est tenu à ce qu'il nous a dit. Pendant 7 mois, les gendarmes vérifient toutes les hypothèses de la disparition. En vain. Au fil de l'enquête, l'étau se resserre autour de Marc. Il décide de le placer en garde à vue. Le lendemain, il avoue le meurtre de sa compagne. Il est incarcéré. Leur petite fille est alors placée dans une famille d'accueil. Moi, c'est mes parents. C'est mon père qui m'a fait ce récit, qui m'a dit, ben voilà, Marc a avoué. Ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça. C'est irréel, c'est inhumain, enfin... C'est pas possible. On sait vraiment que Karine est morte. Parce qu'avant, on espérait, on espérait toujours peut-être que finalement il ait raison et que Karine soit... Parce qu'on a émis plein de choses, la traite des blanches, qu'elle ait été kidnappée, qu'elle travaille. Mais on espérait qu'elle revienne ou qu'elle soit là, qu'elle soit en vie, on espérait. Et là, on le sait. Donc maintenant on sait, il l'a avoué, il l'a tué. Donc il est plus là. Donc déjà, ça, Karine, on sait qu'elle est morte. Et puis il y a aussi un peu ce sentiment d'avoir été trahi, floué, mené en bateau. En 2007, Marc Cobissance comparaît devant la cour d'assises de Chambéry. Coup de théâtre, il revient sur ses aveux et il clame son innocence. Mais il est condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Il fait alors appel de cette décision. Il y a 1 mois et demi, le procès en appel de Marc Cobissance s'ouvre à Annecy. Il est défendu par maître Bernard Ripert. Face à lui, sur les bancs de la partie civile, les parents de Karine et sa sœur Mandy. Que va faire Marc Cobissance? Va-t-il continuer à nier ou au contraire avouer le meurtre? Le président de la cour d'assises lui donne la parole dès le début de l'audience. À la surprise générale, Cobissance déclare « Je suis disposé à dire la vérité. Tous ces mensonges ont fait beaucoup de mal. J'ai bien tué Karine. » Ces explications d'aujourd'hui correspondent à ses aveux d'hier, à savoir que ce soir-là, l'ambiance était tendue au sein du couple. Il y a eu une dispute sur des problèmes anodins, sans importance. Le ton est monté. Karine a eu un geste d'agression à son égard, un coup de tête qui ne l'a sûrement pas blessé physiquement, mais qui l'a blessé psychologiquement. Et lui a eu cette réaction d'une extrême brutalité, de lui serrer le cou très très brièvement, mais très très violemment, ce qui a entraîné un décès instantané. Marc doit ensuite se débarrasser du corps de sa compagne. Il place le corps dans un vide sanitaire sous la maison. Et puis ça ne pouvait pas rester ainsi, donc au bout de 2 jours, il l'a sorti, il l'a donc déposé
au-dessus d'un conteneur poubelle, pensant qu'on le retrouverait. Et malheureusement, on ne l'a jamais retrouvé. Le corps est allé à l'usine d'incinération et apparemment, il a dû brûler sans que personne ne s'en aperçoive. Pour les proches de Karine, ces révélations sont insoutenables. Quand il a dit « je vais vous dire la vérité », on s'est tous attrapés les mains comme ça, on s'est serrés. Oui, bon, je l'ai étranglé, je l'ai mis dans la poubelle. Même pas une larme. Même pas une larme. Et pas un mot pour elle. À part lui dire que c'était une saleté, qu'elle sortait, que c'était une ivrogne, qu'elle allait avec tous les hommes. Enfin, ils ont vécu 10 ans ensemble et de ce qui ressort de ses paroles, Karine, c'était pas grand-chose pour lui. Enfin, pas grand-chose au point de la déposer sur la place Clémenceau, sur un tas d'ordures. Alors. Karine, c'était ma grande sœur, c'est une belle femme et c'était une super maman. Elle était enthousiaste, elle était joviale, elle était gaie. Elle avait un sourire qui était vraiment communicatif et un rire encore plus. Elle avait les yeux qui pétillaient quand elle souriait. Enfin, vraiment, elle aimait la vie. Elle ne méritait pas ça. Les aveux de Marc Cobissance sont-ils sincères? Ou s'agit-il d'un calcul pour tenter d'attendrir les jurés? Nous sommes au premier jour du procès et la famille de Karine ne sait plus quoi penser. Il y a eu tellement de mensonges qu'au bout d'un moment, on ne sait plus quoi croire. Il revient sur ces faits-là parce qu'il est en prison. Il sait que s'il avoue, il fera moins. Ça peut passer comme crime passionnel. Donc, la peine peut être descendue. C'est 30 ans de prison qui l'ont fait bouger. Il n'aurait pas pris de 30 ans de prison, il aurait pris 10 ans ou 5 ans, il n'aurait rien dit. Oh, c'est de la stratégie, ça. C'est de la stratégie, hein. Pure et simple. Je le connais. Hein. Il est manipulateur et puis il calcule. Hein. Il est loin d'être con. Hein. Il s'exprimait avec franchise, sincérité. Mais ce qui est stupéfiant, c'est qu'aujourd'hui qu'il veut dire la vérité, on cherche encore à l'accuser de manipulation, d'être un manipulateur. Quand on ment, on est un manipulateur. Quand on revient à la vérité, on est un manipulateur également. C'est plus ce qu'il faut faire. 1er décembre 2009, deuxième jour du procès. Le président s'intéresse ce matin à la personnalité de Marc. L'expert psychiatre explique à la cour qu'il a souffert de carences affectives pendant son enfance. À 3 ans, il a été abandonné par sa mère. Sa mère, il avait 3 ans et demi. Elle est partie avec un jeune de 18 ans. Elle en avait pas loin de 40, c'est pas mal. Après, elle a pu donner signe de vie pendant... D'ailleurs, elle n'a jamais donné signe de vie. L'expert explique ensuite que les rapports entre Marc et son père ont été très difficiles. Ce dernier, appelé à la barre, a des mots extrêmement durs à l'égard de son fils. Marc, je le vois comme un être froid, calculateur, dissimulateur. Il a toujours été comme ça. Et je crois que je me serais fait couper les bras pour lui. Je dis, vous vous rendez compte, j'ai quand même élevé tout seul. Bon, ben voilà, mais faire ce qu'il m'a fait, j'ai tiré un trait dessus. L'avocat de Marc est choqué qu'un père puisse parler de son fils avec autant de virulence. Mon client sait qu'il n'a pas de père, il n'en a jamais eu. Il a été privé de sa mère, il avait 4 ans. Il n'a jamais eu de père. Son père le lui confirme par son attitude à cette barre. Cet homme manipulé vient, sans se rendre compte qu'il est devant une cour d'assises, régler ses mauvais comptes avec son fils. Et que tout cela n'a strictement rien à voir avec les faits de ce dossier. C'était 2 heures de digression. Le président interroge ensuite les amis et la famille sur les rapports qu'entretenaient Karine et Marc. Quand on les a connus au début, c'était un joli petit couple. Lui, très méditerranéen, volubile, marrant, et elle, tout le contraire, un peu plus en douceur, plus en retenue. C'était un joli petit couple. C'était toujours gai tous les deux. Marco, c'était quand même quelqu'un, c'était un personnage. Il était aimé de tout le monde. Il avait beaucoup de charisme. Et même s'il était feignant, c'était quelqu'un qu'on appréciait. C'est un mec sympathique.
Mais les relations entre Karine et Marc se détériorent au fil des ans et leurs envies semblent de moins en moins compatibles. Elle m'a confié qu'elle en avait assez de Marc, parce que lui se suffisait du petit confort qu'il avait dans leur appartement, mais qu'elle voyait plus loin et voyait mieux pour eux. Les deux époux n'ont plus les mêmes envies, les mêmes ambitions. À la barre, le père de Karine avoue n'avoir jamais aimé son gendre. En évoquant Marc, M. Hoffman s'emporte et l'accuse d'avoir envoyé sa fille au four crématoire, ce qui provoque une réaction très vive de l'avocat de Cobissance. L'audience est suspendue. Le procès va-t-il être renvoyé? Les victimes n'ont pas tous les droits et la douleur n'autorise pas tout. Je suis avocat, je ne pourrai jamais, sans réagir, laisser mon client être traité de SS, de pourvoyeur de four crématoire. Chambéry, il était condamné à 30 ans de réclusion criminelle, non seulement pour ce qu'il a fait, pour ce qu'on lui reproche, mais également parce que pendant tout le procès, on l'a méprisé, on l'a bafoué, on l'a piétiné, on l'a considéré comme une merde. On nous impose, à nous, avocats, devant les cours d'assises, de toujours tout accepter, de baisser la tête, de plaider à quatre pattes. C'est contre ma nature. Tout accepter ne me convient pas. Voilà, la partie civile m'a contraint à le dire une nouvelle fois avec force. Je l'ai dit avec force. L'audience reprend. Le président apaise les débats et estime qu'il n'y a pas lieu de renvoyer le procès. La Cour a répondu. Elle l'a fait d'une manière très raisonnable en considérant ce qui paraissait une évidence, que ces propos qui avaient été tenus par un homme qui exprimait sa douleur n'avaient strictement rien de déplacé et qu'il ne prêtait pas le flanc à la critique et qu'on ne pouvait pas greffer en tout cas une demande de renvoi sur ce qui était un incident tout à fait artificiel. Fin de journée sous haute tension, les proches de Karine quittent le palais de justice très perturbés. Le soir, de retour chez eux, Thierry et Jennifer sont les seuls qui parviennent à exprimer des sentiments nuancés à l'égard de Marc, que tous les témoins ont décrit aujourd'hui de façon accablante. Ce qui me choque, ou c'est son attitude, et je le connais pas comme ça, c'est deux personnes différentes, quoi. Le Marco, notre ami, qui est mort avec Karine, et puis Marc Cobissance. Cet être froid, avec ses yeux enfermés, là, les orbites, le regard très noir, le faciès fermé, les mâchoires carrées. Et le Marco qu'on connaissait, c'était quelqu'un de souriant, un grand sourire, les yeux lumineux, et il captait la lumière, c'était quelqu'un de... Joyeux, qui avait beaucoup de charisme. Moi, quand il arrivait, je croyais que c'était mon pote qui arrivait de n'importe où, qui l'aurait dit « Ah, viens, assis-toi, on va boire un petit coup. » Qu'il allait sourire, Et puis nous, on est dans le procès, alors tout. Et ben c'est fini, voilà. 2 décembre 2009, 3e et dernier jour du procès. La Cour aborde aujourd'hui la question centrale. Les aveux de Marc correspondent-ils à la réalité? A-t-il tué Karine accidentellement au cours d'une dispute, comme il le prétend? Dans ce cas, il risque moins de 15 ans de réclusion. S'il l'a tuée volontairement, il risque la perpétuité. Pour l'avocat de Cobissance, il n'y a aucun doute, il s'agit d'un accident. Devant toutes les cours d'assises censées de France, un crime passionnel, la répression de ce crime, elle varie de 8 à 15 ans maximum, si vous voulez. Chambéry, c'est tout de même le double. Pour moi, il ne s'agit pas d'un meurtre parce qu'il n'y a jamais eu intention homicide. Marc Cobissance n'a jamais eu le temps de penser à tuer sa compagne. Son geste a été un réflexe et la mort a été instantanée. Tout s'est déroulé en moins de 5 secondes. Et en 5 secondes, on n'a pas le temps de penser à tuer, de décider de tuer et de passer à l'acte. À l'opposé, l'avocat de la famille de Karine pense que Marc a tué sciemment. Il s'agit d'une exécution. C'est une exécution parce que, enfin, c'est une hypothèse, c'est l'hypothèse de la famille, c'est l'hypothèse des parties civiles. Exécution parce que non seulement il a voulu la mort, mais qu'il l'a voulu de façon déterminée et que dès l'instant qu'il savait que cette jeune femme allait lui échapper, il avait résolu de se défaire de ce qui était considéré comme sa chose. Il ne pouvait pas imaginer qu'elle lui échappe, tout simplement. Il sera difficile pour les jurés de savoir s'il s'agit d'un accident ou d'un crime volontaire, puisqu'il n'existe aucune preuve et que le cadavre n'a jamais été retrouvé.
La plupart des proches de Karine sont persuadés que Marc ment et qu'il a caché le corps de sa compagne quelque part. Le corps de Karine Hoffmann n'a pas été retrouvé, qu'on ne le retrouvera pas. Et cela, c'est un élément absolument essentiel, parce que c'est lui qui aurait pu parler et nous dire comment la jeune femme est morte, de quoi, dans quelles circonstances et éventuellement ce qu'elle a pu subir avant de mourir. J'ai toujours un doute de savoir où est-ce qu'il a mis le corps de ma sœur. Et moi, elle est sur le cimetière à La Biole, où il y a juste une plaque avec le nom de ma sœur. Mais il n'y a rien, il n'y a jamais eu de sépulture. On n'a pas le droit. Tant qu'on n'a pas de certificat de décès, moi, ça ne me suffit pas. Alors maintenant, il en a tellement fait qu'au final, j'ai l'impression qu'on ne saura jamais réellement et que lui seul sait. Marc a-t-il dit la vérité? Monsieur Kobysens, veuillez vous lever. Interrogé par le président, il confirme avoir tué Karine. Si j'avais mis le corps quelque part, assure-t-il, je le dirais, ne serait-ce que pour ma fille. Ensuite, c'est à Maître Joly, l'avocat de la famille de Karine, de plaider. Pour lui, si on avait retrouvé le cadavre de Karine, on aurait la preuve que Marc l'a tué volontairement. Le corps dans une poubelle, dit-il, je n'y crois pas, c'est un écran de fumée. Marc Kobysens veut juste éviter qu'on retrouve le corps et qu'il parle. Marc Kobysens est poursuivi pour un meurtre, c'est-à-dire pour un homicide volontaire. Je pense qu'il y aura quelques difficultés à faire admettre par ces juges qu'il s'agit simplement d'un accident. Le véritable problème, c'est comment est-elle morte? Ce sont les questions que se pose la partie civile. Comment est-elle morte? Rapidement? A-t-elle souffert? Et pourquoi a-t-on fait disparaître le corps? Il y a une explication, comme je vous l'ai déjà indiqué, pour que le corps ne révèle rien de ce qui est arrivé. Voilà, ce sont les questions et ce sont les interrogations terribles de la partie civile. L'avocat général, qui représente les intérêts de la société, fait ensuite son réquisitoire. Il considère lui aussi que Marc a bien eu l'intention de tuer Karine. Quand on serre comme un étau le cou de sa compagne, l'intention est homicide. J'ai requis à son encontre 26 ans de réclusion criminelle, car les suites du crime qu'il a commis sont particulièrement abominables. Elles n'expriment aucun remords de sa part. Elles expriment au contraire une froideur à vous glacer le dos. Et à partir de là, la gravité du crime, jointe effectivement à ces circonstances, m'ont amené à requérir une peine élevée qui tient compte malgré tout de circonstances atténuantes, puisqu'il risque dans cette affaire la perpétuité. L'avocat de Marc Kobysens cherche alors à convaincre les jurés que son client est un homme ordinaire qui a tué sans vouloir donner la mort. Pour la justice, il faut que tous les accusés en cour d'assises, il faut que tous soient des monstres et toutes les victimes soient des anges. C'est un homme qui souffrait, qui s'est affronté avec sa concubine. Et il en a résulté un dramatique accident, un drame. C'est un homme normal, un homme habituel, un homme commun. Bien sûr qu'il n'a strictement rien de monstre. Pour son avocat, 26 ans, c'est une peine pour un monstre. Condamnez-le, dit-il, mais condamnez-le pour ce qu'il a fait réellement. C'est une peine inférieure à 10 ans que vous devriez prononcer. La plaidoirie de Maître Ripert a duré 4 heures. Pour finir, le président donne la parole à l'accusé. « Je suis profondément désolé de ce désastre, dit-il. Il n'y a pas de mots. Ce n'est pas du tout ce que je voulais. » L'audience est suspendue et les jurés commencent leur délibération. Pour les amis et la famille, c'est le début d'une longue attente. Après 3 heures, la cour revient dans la salle pour la lecture du verdict. Bien, l'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. Voici les réponses de la cour et du jury aux questions posées. L'accusé Marc Kobysens est-il coupable d'avoir, au Moncel, en Savoie, le 15 novembre 2004, volontairement donné la mort à Karine Hoffmann? La réponse est oui, à la majorité de 10 voix au moins. Après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale,
condamne à la majorité absolue l'accusé Marc Kobysens à la peine de 20 ans de réclusion criminelle. Monsieur Kobysens, je vous informe que vous avez un délai de 5 jours francs pour former un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui vient d'être rendu. Passé ce délai, vous n'y seriez plus recevable. L'audience est suspendue. 20 ans de réclusion, soit 10 années de moins qu'en première instance. Mandy, la sœur de Karine, ne semble pas soulagée par ce verdict. Voilà, j'ai vraiment envie de sortir de là, d'en avoir fini avec lui, et puis c'est tout. Quoi qu'il advienne de lui, ça m'est égal. Stop, enfin ouais, vraiment stop, quoi. Ce verdict est à nouveau inacceptable. Le processus que j'avais décrit pendant ma plaidoirie s'est réalisé, c'est-à-dire qu'à Chambéry, on massacre et à Annecy, on achève. Si vous voulez, il est bien clair qu'en prononçant 30 ans à Chambéry, on savait que si à Annecy on prononçait 20 ans, tout le monde serait satisfait et qu'ainsi tout le monde accepterait. Nous n'acceptons pas. Mon client a été condamné pour un crime qu'il n'a pas commis. Donc dès lundi, on se pourvoira en cassation et malheureusement, il y aura un nouveau procès en cour d'assises. J'espère que cette fois-ci, ce procès se déroulera devant une cour d'assises normale. Si la Cour de cassation estime que le procès de Marc Kobysens n'a pas été mené dans le juste respect de la loi, elle renverra l'affaire devant une nouvelle cour d'assises.